Pour ne rien manquer, abonnez-vous maintenant. Et la dissidente socialiste Martine Froger a remporté ce dimanche l'élection législative partielle dans la première circonscription de l'Ariège face à Bénédicte Taurine, candidate La France Insoumise, soutenue officiellement par la NUPES, de quoi relancer la guerre des gauches dans un bastion finalement historiquement socialiste, Philippe. Oui, Cécile, un bastion historiquement socialiste que l'Ariège. En effet, si chez LFI on critique, je cite, une alliance opportuniste des fossoyeurs de la gauche, des macronistes de la droite et de l'extrême droite, le gouvernement salue les résultats de cette élection où l'avenir ne se joue pas avec LFI au sein de la NUPES et où l'outrance et la radicalité ne paient pas. Alors vous, est-ce que vous pensez qu'il peut y avoir un créneau pour une gauche historique, classique, laïque, universaliste aux côtés de la NUPES et qu'elle peut renaître et que c'est peut-être le début qui a eu lieu hier? Vous pensez le contraire? Un seul numéro de téléphone, le 0826 300 300. Et Franck Guéguegna est avec nous, vice-président du Parti radical de gauche et maire d'Éperons. Bonsoir, merci d'être avec nous. Bonsoir. 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 Petit tour d'horizon avec nos éditorialistes. Philippe Bilger, vous avez entendu ce qu'a dit Raffarin en disant que finalement c'était peut-être une attaque directe anti-NUPES qui était en train de naître. Alors, suite à cet événement. Je ne voudrais pas prendre forcément nos espérances, si j'ose me mettre avec Jean-Pierre Raffarin, pour la vérité de demain. Mais est-ce que tout ce qui s'est passé là dépend, comme l'a très bien dit Philippe tout à l'heure, durant la pause, d'un climat spécifique à l'Ariège, ou est-ce que, en définitive, on peut penser que cette élection très nette, très éclatante de la dissidente PS représente une forme d'hostilité à l'égard de l'emprise délétère de LFI sur la NUPES et donc augure de lendemains qui seront plus souriants, de mon point de vue en tout cas. C'est la question. Moi, il me semble que sans forcer le trait, on peut dire que l'Ariège, avec cette élection, peut-être prépare un avenir qui ne sera pas aussi sombre qu'aujourd'hui. Elisabeth Lévy. Alors moi, je ne suis pas aussi optimiste que Philippe, parce que la dérive de la gauche date quand même il y a très longtemps. Jean me rappelait le rapport de Terra Nova, qui date de 90, de 2000, de début des années 2000, il y a 15 ans. Oui, Marianne a fait un papier, c'était les 15 ans, où dans le fond, la gauche a abandonné les classes populaires old school, comme dit Michel Onfray, pour se tourner vers l'électorat bigarré des minorités, etc. Et ça aboutit à la drague du vote musulman par les insoumis. Et ça, je crois que c'est quand même une évolution idéologique profonde. Je crains que l'hirondelle de l'Ariège n'annonce pas tout à fait le printemps de la République. Mais je voudrais quand même ajouter, je crois qu'il faut se battre idéologiquement contre Jean-Luc Mélenchon, particulièrement, c'est pas anti-NUPES, mais dans la NUPES, il y a des gens, les gens du, moi j'ai pas de problème avec les gens du Parti communiste, en gros j'ai des accords, mais je ne crois pas qu'il faille rééditer la sottise qu'on a fait avec le Rassemblement national, avec le Front républicain, avec les insoumis, c'est-à-dire il faut se battre sur le terrain des idées, il faut convaincre les gens de ne pas voter pour eux, si on veut pas qu'ils prennent du pouvoir et qu'ils prennent du galon, mais recommencer à faire des interdits, à dire que certains électeurs ne sont pas cachers et qu'il faudrait en quelque sorte stériliser leur voix, c'est vraiment très fatigant et c'est vraiment stupide. Et ça s'appelle pas de la démocratie, oui, surtout. Et merci Cécile. Ouais. Nous sommes bien d'accord. Alors ça s'appelle pas de la démocratie, oui, c'est de la démocratie, puisque justement, Elisabeth Lévy le rappelle, il y a eu longtemps ce fameux front républicain, les élus où les anciens élus ne sont pas propriétaires de leurs électeurs, toutefois, ils sont libres, ma foi, d'appeler à voter pour un tel ou une telle, et je veux dire, nous n'avons pas, nous pouvons être en désaccord avec ça, toutefois on ne peut pas empêcher les représentants politiques, eh bien, ma foi, de faire comme depuis toujours des alliances et des appels à faire barrage. Je veux dire, mais c'est le aussi Front républicain, c'est l'idée morale. Le Front républicain reposait sur un interdit moral. Le fait est que manifestement, il a disparu. Il y a plus de 80 députés RN aujourd'hui à l'Assemblée nationale. Donc je veux dire, il y a des mouvements d'opinion qui sont ce qu'ils sont. Et après, les élus, ma foi, appellent à voter pour qui ils veulent.
Je voulais juste préciser que de mon point de vue, ça n'a pas de sens de dire que certains députés sont exclus du champ, si vous voulez, des gens fréquentables. Ça a été un désastre avec le RN. Ça a poussé, je veux dire, ça a exclu une partie des électeurs. C'est ça qu'il faut se dire. On n'a pas à exclure des électeurs. On n'a pas à décerner des brevets de République. Notre invité est là, Franck Guéguegna, vice-président du Parti radical de gauche et maire d'Éperon. Ce bastion, finalement, ariégeois, est-ce que ça peut changer ce qui s'est passé? Est-ce que ça peut changer quelque chose? Est-ce que ça peut ouvrir une nouvelle voie, par exemple? Manifestement, en tout cas, cette élection, elle était attendue. Et les enjeux étaient importants, puisqu'il y a quand même plusieurs ténors nationaux qui se sont déplacés pour soutenir les différents candidats. Donc, sa valeur de témoin, c'est indiscutable. C'est aussi tellement un témoin qu'aujourd'hui, on peut voir, et les déclarations, tout à l'heure, il a été cité, M. Roussel, le responsable des communistes. Oui, je répète ce qu'il a dit. Il a dit la NUPES, elle est dépassée, il faut rassembler au-delà aujourd'hui. Exactement. Et nous, le Parti radical de gauche, nous n'avons pas adhéré à ce mouvement de la NUPES parce que d'abord, on n'y retrouvait pas nos valeurs et qu'on ne peut pas construire un projet avec autant de divergences. Et je pense qu'aujourd'hui, l'expression qui s'est manifestée en Ariège témoigne que le modèle qui était d'un alliage et pas d'une alliance n'a pas pris. Vous savez, vous pouvez toujours essayer de mettre de l'huile avec du vinaigre, la mayonnaise ne prend pas. Eh bien, on est exactement dans cela. Lorsque vous avez des contraintes sur l'Europe, sur la République, sur la laïcité, il n'est quand même pas rien, ça ne peut pas fonctionner. Quand vous êtes en distance sur l'ensemble de ces valeurs qui constituent la République, ça ne peut pas fonctionner. Alors, ce qui s'est passé en Ariège, en fait, c'est un rééquilibrage autour des fondamentaux qui sont portés entre nous par le Parti radical, c'est-à-dire sur les fondamentaux de la République. Et ça, c'est un élément constructif. Il y aura certainement d'autres partiels qui montreront peut-être d'autres résultats, mais en tout cas, l'Ariège, c'est quand même c'est un bon témoignage. C'est un bon témoignage parce qu'en plus, c'était une terre radicale historique. Mais est-ce que vous pensez vraiment que ça annonce un futur qui sera généralisé, ou est-ce que vous voyez ça spécifique à l'Ariège, à votre avis? Non, je pense qu'aujourd'hui, l'excessive, la démarche excessive de la NUPES a irrité quand même beaucoup de Français. Ça, il suffit d'en discuter. Les gens, au bout d'un moment, alors on est certes un pays de révolution, mais on est aussi une nation tempérée. Et on ne peut pas s'opposer surtout tout le temps, et surtout avec des formes qui ne sont pas des formes conventionnelles. Et aujourd'hui, on est un peu dans cela. Les gens souhaitent d'abord être entendus, et puis il y a un autre aspect, c'est que le discours qui est porté aujourd'hui par une partie de la NUPES, c'est pas sérieux, c'est ce que Roger Gérard Schwarzenberg appelait la politique spectacle. On est dans la politique spectacle, c'est-à-dire c'est les coups de semence. Alors il y en a certains qui se filment à la sortie de l'hémicycle en disant oui voilà ce que j'ai fait. Aujourd'hui non, c'est pas ça. Le Parlement ce n'est pas ça. Le Parlement c'est une chambre où on peut débattre, on peut avoir des désaccords, mais où on construit aussi des choses. Et la gauche de Martine Froger, et c'est pour cela que nous l'avons soutenue, allez d'abord, c'est une gauche réelle, c'est une gauche sérieuse, et puis c'est une gauche de progrès. Il ne faut pas oublier que la candidate sortante était quand même sur un certain nombre de valeurs extrêmement éloignées du progrès voulu par notre gauche. Les vraies voix veulent vous poser des questions, et on va partir au 0826 300 300 après. Elisabeth, moi, pardon, je ne veux pas vous faire de peine, mais si vous voulez, ces grandes valeurs de la gauche que vous aviez décrites étaient toujours les grandes valeurs de la gauche, le Parti radical serait probablement à la place de la France insoumise. Pardon, mais si vous voulez, c'est un long processus, et notamment sur la laïcité, je crains qu'il y ait vraiment du chemin à refaire en sens inverse, parce que précisément, vous avez été, je ne veux pas vous faire de peine, et je le regrette, mais vous avez été un peu marginalisé, bien que je vous le reconnais volontiers, vous avez défendu, vous, clairement, ces valeurs.
Alors effectivement, mais c'est lié à l'histoire. Vous savez, il y a des aléas historiques. La quatrième, la troisième République, c'était vraiment celle des pères fondateurs du radicalisme. Depuis le 58, ça a été beaucoup plus compliqué. Et le Parti socialiste, entre nous, a flingué dans un premier temps les radicaux, dans un deuxième temps le communisme. Oui, c'est vrai. Voilà. Donc, si on reprend l'hisure du radicalisme... Ça s'appelait l'Union de la gauche. Oui. C'était l'Union de la gauche. À l'époque, c'était Robert Fabre, Georges Marchais et François Mitterrand. Voilà. Vous savez, il ne faut pas avoir une vision linéaire de notre histoire. Aujourd'hui, on revient sur les fondamentaux. Les fondamentaux, c'est la question de la laïcité. Je vous ai écouté tout à l'heure dans votre débat. Aujourd'hui, toutes les questions tournent autour de la question de la laïcité. On a parlé de l'école, on a parlé des armées, on peut parler de la vie des quartiers. Si la laïcité n'est pas respectée, eh ben, on va vers une déliquescence de notre société. Et ça, c'est une valeur essentielle. Vous pensez que notre société risque de se déliter? Appelez au 0826 300 300. Jean Doridou voulait réagir rapidement et on part au 0826 300 300. Je vais juste vous donner un verbatim d'Olivier Dussopt, qui va un petit peu dans votre sens. Et à mon avis, il y a un petit peu de provocation aussi du côté d'Olivier Dussopt qui dit: s'il existe bien sûr une place sur l'échiquier politique par une gauche responsable, ce scrutin montre surtout que l'outrance et la radicalité ne payent pas. Donc ça va dans votre sens. Pardon. Non, alors c'est déjà sur l'histoire du parti radical de gauche en bon lyonnais, j'ai forcément une tendresse pour les radicaux, parce qu'Édouard Herriot est un grand maire de Lyon, et voilà, président du Conseil. Bon, non, simplement, je suis assez d'accord avec notre invité sur le fait que c'est vrai que cette posture extrêmement radicale de la France insoumise pendant justement le débat sur les retraites, c'est quand même très très mal passé dans l'opinion. Pour autant, je maintiens que la gauche a abandonné les classes populaires depuis très longtemps, je pense depuis trop longtemps. Elle a abandonné aussi même les jeunes ne votent plus en réalité, et donc j'ai du mal, à l'instar d'Elisabeth, j'ai du mal à croire qu'il puisse y avoir une espèce de renaissance tel un phénix comme ça. Vous avez l'impression qu'on ne peut pas revenir en arrière, c'est-à-dire qu'on est allé tellement loin que finalement ça va peut-être... C'est comme le dentifrice, vous voyez, c'est qu'on ne peut pas rentrer dans le cube, c'est ça le problème. On ne peut pas exclure pour l'avenir qu'il y ait une gauche, si vous voulez, qui reprennent les fondamentaux de la gauche, mais ça demande quand même une véritable reconstruction, parce que les classes populaires, entre-temps, elles n'ont pas attendu gentiment, elles ont foutu le camp au RN. Et parce que, en plus de la laïcité, il y a la nation. Il y a que la gauche est devenue non seulement multiculti, elle est devenue, et surtout, tout ce qui est national est devenu suspect pour elle. Or, comme le disait Jaurès, le grand bien, je ne sais plus quelle est la phrase exacte, mais le grand bien des plus pauvres, c'est la nation, c'est leur pays. Donc voilà, et ça, la gauche a complètement oublié. Elle a oublié. Alors 0826 300 300, Laurent qui est avec nous. Laurent, une réaction? Écoutez, moi je suis assez content de tout ce que j'entends, parce que si j'avais un coup de gueule à pousser par rapport à tout ce que j'entends et que je vois au niveau politique aujourd'hui, c'est il y en a marre des extrêmes, il y en a marre de ces gens qui font n'importe quoi et à l'Assemblée nationale dans la provocation, la violence verbale. Et quand j'entends qu'on reparle de valeurs républicaines et de choses comme ça, et ben ça me fait plaisir, parce que j'ai mal à ma France quand je vois notamment LFI chanter les chants anti-Macron et tout ça à l'Assemblée. Moi, ça me fait mal à la France, ça me fait mal aux institutions. Alors qu'on reparle de valeurs républicaines, etc., eh ben, j'espère bien que cette élection en Ariège soit le début de quelque chose. Par contre, je compte vraiment sur les décideurs politiques de gauche de faire leur job aussi, parce qu'effectivement, ils ont fait un petit peu absent. Et ben, comme la nature n'aime pas le vide, et ben, c'est LFI qui l'a comblé, malheureusement. Franck Guéguénia, vous allez répondre à Laurent, mais je vais rajouter un tout petit mot, peut-être un peu fielleux. Vous allez dire, quand on lit les tweets de Nicolas Maillère-Rossignol suite à l'élection d'hier et les tweets d'Olivier Faure, que pensez-vous du prochain bureau national du Parti socialiste et de l'ambiance qui va y régner? Écoutez, la querelle du Parti socialiste doit rester entre socialistes. Vous l'aurez noté, je ne suis pas socialiste, je ne l'ai jamais été, je ne compte pas le devenir. Avant tout radical et républicain, et au regard de ça, qu'ils fassent leur ménage entre eux. Voilà. Vous savez, le communiqué de presse qui a été balancé hier soir est particulièrement indigne. À partir de là, qu'ils gèrent déjà correctement leurs affaires. Par contre, je voudrais revenir sur l'auditeur. Oui, effectivement, je pense qu'on a besoin d'une gauche sérieuse. Et ce que vous avez dit, en disant, voilà, une partie de l'électorat populaire est partie. Oui, il est parti parce que la gauche n'a pas fait son boulot. Mais la gauche républicaine et les autres gauches. C'est-à-dire qu'à un moment ou à un autre, quand on n'est plus capable d'entendre les électeurs, les gens les plus modestes, etc.,
les gens vont voir vers ceux qui pensent pouvoir les entendre. Ça s'appelle le populisme, de droite comme de gauche. À un moment ou un autre, il faut savoir dire non. C'est comme en éducation. Vous savez, on a des enfants, des fois ils veulent des choses et on leur dit non, ça c'est pas possible. C'est beaucoup plus facile de dire oui, parce que vous n'avez pas besoin de justifier et vous avez la paix. Par contre, dire non et dire non pourquoi, ça demande beaucoup d'énergie, beaucoup de pédagogie et beaucoup d'explications. Et ben, je pense qu'une gauche responsable, c'est de pouvoir dire oui le cas échéant, dire non et de l'expliquer. Voilà. Et je salue ce que Laurent, l'auditeur, a pu dire. Absolument, Franck Guéguegna. Quand on voit Carole Delga pour la région Occitanie, quand on voit Delphos, le maire de Montpellier, quand on voit Rouen, quand on voit tous ces gens-là, on a l'impression que cette émulation, elle revient finalement du terrain et c'est tout ce que les gens attendaient. C'est-à-dire que on n'est plus en haut et ça redescend. On a l'impression que c'est le local et le territorial qui commencent à reprendre vigueur. Quand on voit Johanna Roland Mais oui, vous savez que l'avantage, c'est que nous sommes des élus de terrain, des élus essentiellement, on soit des maires, et on est, comme dirait l'autre, à portée d'engueulade. Donc on sait ce qui va et ce qui ne va pas, paradoxalement. Et les gens attendent de nous énormément de choses. Et quand on est un élu local, eh ben, on doit être en mesure de pouvoir répondre. Et ça, c'est un très très bon signe. Et vous savez, la gauche se reconstruira comme tous les mouvements politiques à partir du terrain. Et aujourd'hui, malheureusement, d'ailleurs, quand on regarde la composition de l'Assemblée nationale, c'est souvent des élus hors sol qui font essentiellement du buzz, de gauche et de droite, et voire même du centre, et ne s'appliquent pas sur la notion même d'intérêt général. C'est-à-dire combien je vais avoir de followers. Ça me fait rire. D'ailleurs, il y a des parlementaires qui ont voulu réglementer les influenceurs. Et eux-mêmes se comportent comme pire que des influenceurs. Et je trouve qu'on est en plein paradoxe. Merci. La vraie, et je trouve, et on leur donne la parole et ils se mesurent non pas en termes de compétences législatives, de compétences d'écoute ou réglementaires, ils se mesurent en nombre de followers et de suiveurs, alors pour parler en bon français. Et ça, c'est gravissime. Mais c'est lié aussi à une erreur stratégique. Lorsque vous ne permettez plus le cumul entre un élu local et l'Assemblée, ben vous arrivez à ce genre de scénario. Et ben voilà, ça relance le sujet du cumul des mandats. Franck Guéguegna, merci beaucoup, vice-président du Parti radical de gauche et maire d'Éperon. Vous restez avec nous dans quelques instants. Ça sonne déjà au standard pour réagir sur le premier sujet. Bérangère sera avec nous dans un instant. À tout de suite. Merci de votre fidélité. Bienvenue dans Les Vraies Voix. Encore quelques instants avec Philippe Bilger, avec Elisabeth Lévy et avec notre ami, j'allais dire Jean Dujardin. C'est fou, hein, pourquoi pas. Jean Doré, elle vous drague. Là, elle vous drague. Là, je vais vous dire une chose. What else? Un café, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Allez, 0826 300 300. Béranger, que j'ai appelé Bérangère tout à l'heure, et qui nous appelle de Dordogne. Bonsoir Béranger. Bonsoir Béranger. Bonsoir Béranger. Bonsoir à toute l'équipe, bonsoir aux auditeurs. Béranger. Bienvenue sur Sud Radio. Pardon, j'ai dit Béranger, mais j'avais à moitié enlevé mes lunettes, donc j'ai pas lu la fin. La vieillesse, c'est dur. En tout cas, vous vouliez réagir sur notre sujet, sur les maires de France qui aujourd'hui démissionnent de façon assez nombreuse. Oui, je voulais mettre en parallèle deux faits en fait, parce que bon, l'analyse a été assez bien faite. J'ai écouté l'émission et j'ai pas grand-chose à redire sur ce que vous avez dit les uns les autres. C'est-à-dire que les maires en ont marre de s'en prendre plein la tête et ils sont pas cher payés, si je résume. Par contre, ce qu'on peut mettre de l'autre côté de la balance, c'est que contrairement à ce que disait Elisabeth, pardonnez Elisabeth, mais je pense que la palabre citoyenne devrait avoir, elle, plus de valeur. C'est-à-dire que quand on fait des conventions citoyennes sur... Emmanuel Macron a fait une convention citoyenne sur la fin de vie, où il l'avait fait avant sur le climat. En fait, on peut mettre en parallèle ces deux phénomènes, c'est-à-dire qu'à la fois les professionnels de la politique en ont un peu marre, ceux qui sont au bas de l'échelle, si on veut, je ne parle pas des députés ou des ministres, mais ceux qui sont à portée de claque en ont marre, et effectivement, ils quittent un peu l'intérêt pour républicain qu'il y avait à être maire des communes, à s'impliquer au niveau local. Mais en échange, en contrepartie, on voit quand même que les citoyens, eux, aimeraient s'emparer des sujets qui les concernent pour la vie quotidienne. Et là, moi, je suis pas d'accord quand on appelle ça
des palabres, donc c'est une petite pique à Elisabeth qui aura peut-être l'occasion de répondre. Mais la palabre citoyenne, si vous voulez, c'est ça l'essentiel. En fait, c'est que pensent les citoyens de l'endroit où ils vivent, de la façon dont ils vivent, des lois qui se sont appliquées à eux, alors qu'en général, vous êtes bien d'accord, ils ne sont absolument pas dans le système, dans le circuit législatif. Eh ben, bougez pas, Bougez pas, Elisabeth va vous répondre. Cher Béranger, alors d'abord, il y a aussi un problème de légitimité, pardon, mais les parlementaires sont élus, ces gens des conventions citoyennes, moi je les ai pas élus, donc je ne leur reconnais pas la moindre légitimité pour prendre des décisions et pour discuter, bien sûr, tout le monde a le droit de discuter, ça c'est sûr, mais surtout comment vous faites pour transformer des millions d'intérêts particuliers en un intérêt général? C'est quoi votre méthode? Une fois que vous faites de la même façon, ma chère Elisabeth, que transformer des millions d'intérêts particuliers en 577 députés à l'Assemblée nationale. C'est pas beaucoup plus compliqué. Et à ce titre-là, j'aimerais juste faire remarquer, j'aimerais juste vous faire remarquer à tous et à chacun un petit abus de langage qui nous touche depuis qu'on est citoyen français de plein droit. C'est d'ailleurs, en France, nous n'avons pas exactement, contrairement à ce que l'on a dans notre inconscient collectif, nous n'avons pas le droit de vote en France. Donc on parle du droit de vote. Oui, mais vous avez voté pour tel, donc le droit de vote s'est appliqué. Non. En France, le citoyen a le droit d'élire. C'est différent. Le droit d'élire et le droit de vote, il faut bien les distinguer. Les députés ont le droit de vote, c'est-à-dire qu'ils ont le droit de proposer, d'amender et de voter des lois. Le citoyen a le droit d'élire. Le droit d'élire, c'est-à-dire de reporter son propre pouvoir sur un corps intermédiaire, enfin sur des députés qui choisiront, eux, les lois et les voteront à la place des citoyens. Et là, j'aimerais juste que, voilà, avant de dormir ce soir les uns les autres, réfléchissez à ça, parlez-en en famille, parlez-en avec vos copains. C'est intelligent. Vous verrez que, voilà, il y a vraiment une différence à faire entre le droit d'élire et le droit de vote. Alors, Jean Dorino, vous répondre. Merci Béranger pour ce rappel fort utile de sciences politiques, vraiment de base. C'est passionnant. Toutefois, deux choses. Sur le tirage au sort de la Convention citoyenne pour Elisabeth, c'est une grande tradition dans les démocraties. Encore aujourd'hui en France, la justice, qui est un pilier démocratique, pour les cours d'assises, on tire au sort le juré qui va rendre la justice. Et puis un autre point pour Béranger cette fois, quand on demande vraiment au peuple de voter, ça marche pas forcément très bien. Regardez à Paris, hier, il y avait un vote pour les trottinettes. On a eu plus de 90% d'abstention. Les Parisiens... Oui, on a gagné quand même. Moi j'ai voté. Non, mais c'est parce que c'était très mal organisé, pardon. Enfin, il y a aussi plus de 90% d'abstention. Oui, mais ils ont refusé qu'il y ait des procurations. Tout était fait pour qu'on n'aille pas voter. Il faudrait permettre qu'aux personnes âgées de voter. C'est déjà le cas, hélas. Et moi, j'en fais partie. C'est super. Merci beaucoup, Béranger. Merci pour les autres.